On a bien compris du coup que dans vos projets, vous cherchez systématiquement à comprendre les flux de matière et d'énergie qui entrent, qui sortent, qui traversent les espaces sur lesquels vous intervenez. Et ce sont des postures qui rejoignent les enjeux du métabolisme urbain. C'est un concept qui, par analogie avec le métabolisme biologique des organismes vivants, désigne l'ensemble des flux de matière et d'énergie qui peuvent entrer, circuler et surtout se transformer dans un système urbain et puis en sortir. Il s'agit aussi bien des ressources importées, l'alimentation, les matériaux, l'énergie, les biens manufacturés, que des flux internes, la distribution, le stockage, la consommation, y compris la consommation d'espace, et puis que les flux sortants, les déchets, les eaux usées, les rejets sous forme dégradée et les émissions. Les travaux de Sabine Barle, qui est fraîchement lauréate Grand Prix de l'urbanisme 2025, ont profondément enrichi ce champ. Ils incarnent une démarche originale et essentielle dans l'urbanisme contemporain, c'est-à-dire lier l'histoire, l'écologie, l'ingénierie et la prospective pour repenser les villes comme des systèmes écologiques complexes. Du coup, je vous passe la parole, Sabine. Vous pouvez passer vos slides ici, okay. Et j'ai mes collègues qui vont vous donner le timing sur le temps. Ça marche. Bon. Ah oui, vous allez me donner le timing, mais je vais me timer moi aussi. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Eh bien, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité à intervenir dans cet événement. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que vous avez faim, moi aussi, donc ça tombe bien. Voilà, et donc je vais donner quelques illustrations de ce qu'une lecture métabolique de l'urbanisme et de l'aménagement peut nous apporter, sachant que bien sûr ça ne va pas nous donner des solutions à tout. J'aurais un point de vue un peu surplombant par rapport alors je suis arrivée très tard parce que j'avais cours ce matin, mais un point de vue plus surplombant que celui qui a été exposé à l'instant, qui était vraiment dans le projet, et c'est bien sûr extrêmement important. Alors juste pour commencer, pour que vous sachiez d'où je parle, les travaux que je conduis s'inscrivent dans ce qu'on appelle une approche socio-écologique, donc qui met au centre de l'analyse le métabolisme. Donc ça a déjà été défini, hein, donc comme l'ensemble des flux et stocks d'énergie et de matière qui sont mis en jeu par les sociétés humaines. Alors on va parler de métabolisme urbain, territorial, social, régional, continental. Et donc, ces travaux, ils visent à caractériser ce que sont les interactions entre les sociétés et la biosphère, et ont une entrée très quantitative, puisque l'idée, c'est de prendre en compte la matérialité de notre monde. Mais bien sûr, ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Compter des tonnes de matière, c'est bien, mais il faut bien sûr comprendre pourquoi ces tonnes de matière sont manipulées, par qui, dans quel contexte, qui y gagne, qui y perd, etc. Voilà. Et donc, les travaux de recherche qui ont été réalisés permettent de caractériser 3 grands régimes socio-écologiques qui sont résumés ici très, très rapidement. Bon, la périodisation n'est pas très originale, hein, mais un régime chasseur-cueilleur fondé sur un système énergétique solaire non contrôlé, c'est-à-dire qu'on exploite la biomasse et le monde vivant sans avoir une action sur sa productivité, le régime agraire qui serait solaire contrôlé et le régime industriel qui serait fossile et fissile. Je suis obligée de me tourner pour regarder parce que comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas ce qu'il y a sur ce truc. donc je suis désolée, c'est pas que je ne veux pas vous voir. Et donc ce que vous voyez sur ce régime industriel, c'est que tous les chiffres sont à la hausse. Donc on a non seulement une transformation du système énergétique, mais aussi, comme on le sait, hein, une consommation de ressources de plus en plus importante, qu'il s'agisse d'énergie ou de matière. Ceci posé, maintenant je vais venir plutôt à des questions urbaines et je vais essayer de le faire en 3 temps si j'y arrive, en abordant dans un premier temps quelques éléments relatifs à l'histoire de l'industrialisation du métabolisme urbain, juste pour apporter quelques réflexions en lien avec la question de l'économie circulaire en général. Et puis ensuite, je m'intéresserai à la fabrique urbaine. À la fabrique urbaine, point, non, virgule. Et enfin, au fonctionnement urbain et en particulier à la question des éléments qu'on appelle biogènes, donc sources de vie. Alors,
je vais aller assez vite. J'avais prévu beaucoup de diapositives, mais j'ai répété avant de venir et c'est trop long, donc je vais falloir faire sauter des trucs. Bon, ça c'est juste une illustration de cette industrialisation, hein. Alors ça s'arrête aux environs de 2000 parce que c'est sorti d'une thèse qui a été réalisée dans les années 2000. Mais l'important sur ces graphiques, c'est la thèse de Nekim, c'est de voir d'une part la transformation des sources énergétiques mobilisées par la ville de Paris depuis le XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, où on voit bien le basculement entre le bois et le charbon et l'effet de l'addition de nouvelles sources énergétiques, avec deux phases quand même, et je vais revenir à cette question des deux phases dans quelques instants. Le 19e siècle, dans lequel, donc ça c'est des consommations par habitant, on a une consommation relativement stable, ce qui peut paraître très surprenant, et d'ailleurs ce qui nous a surpris quand ENE a produit ces résultats, on se dit mais c'est pas possible, on a bien dû avoir une consommation qui augmente, et en fait cette consommation qui reste stable, c'est l'effet des énormes économies d'énergie qui ont été faites au 19e siècle. Et puis après on voit ce qu'on appelle la grande accélération, là c'est très, Paris suit exactement la courbe que l'on trouve quasiment à l'échelle mondiale, avec cette explosion des consommations. Cela dit, et c'est là que je veux en venir, si on regarde l'énergie, donc on voit qu'on a une transition, augmentation des consommations en tout cas au XXe siècle. Si on prenait l'eau, on verrait que l'explosion de la consommation pour une ville comme Paris, c'est vraiment le XIXe siècle. C'est la grande accélération pour l'eau n'est pas... Enfin, si on se place à une échelle territoriale donnée, qui est celle de Paris et de son agglomération, ce n'est pas le XXe siècle, c'est bien le XIXe siècle. C'est là que tout explose de ce point de vue-là. Donc ça veut dire que c'est aussi important de relativiser cette notion de grande accélération quand on l'utilise, quand on l'applique à des territoires donnés, parce qu'on va trouver des rythmes parfois différents. Et c'est vrai que quand on parle de grande accélération, souvent on oublie l'eau, qui est pourtant, comme chacun sait, quelque chose de relativement important. Mais ce sur quoi je voulais revenir, c'est sur le fait que cette industrialisation du métabolisme, elle s'est faite en deux temps. Un premier temps qui on peut grosso modo situer au 19e siècle, qui est un temps pendant lequel, certes, on a commencé à consommer beaucoup plus de sources non renouvelables, des métaux, du charbon, mais où, simultanément, on n'a jamais autant valorisé et recyclé qu'au cours de cette période. Et ça, c'est extrêmement important parce que, alors, c'est illustré à gauche par les taux de recyclage de l'azote et du phosphore d'origine alimentaire à Paris. Vous voyez qu'à la fin du 19e siècle, on a des taux de recyclage qui sont complètement dingues par rapport à la situation actuelle, puisqu'on atteint 45% pour l'azote et à peu près 60% pour le phosphore. Donc ça veut dire que les aliments qui étaient consommés par les Parisiens faisaient l'objet d'une valorisation sous forme d'engrais qui permettait de produire des aliments. Pour le phosphore, ça remonte un peu à la fin, mais ce n'est pas du tout lié aux techniques d'assainissement, c'est lié à ce qui se passe dans le secteur de la boucherie et de l'abattage, où on va utiliser les os, notamment pour faire des farines animales. Donc c'est un sujet tout à fait différent. Et puis de la même façon, on va recycler toutes sortes de choses, comme des chiffons qui vont permettre l'industrialisation de la papeterie. Et pourquoi est-ce que j'évoque ceci? Parce que ce qui est important là-dedans, c'est qu'on peut dire que finalement, le 19e siècle, c'est une sorte de siècle de l'économie circulaire. Et c'est vrai à Paris, comme c'est vrai dans de très nombreuses villes en France en Europe et en Amérique du Nord. Mais il y a un moment où tout ça, ça s'est arrêté. Et pour nous qui vivons dans la période au cours de laquelle on parle sans cesse d'économie circulaire, ça peut nous interroger sur finalement qu'est-ce qui a fait le succès de ces procédés, mais qu'est-ce qui a fait la fin de ces procédés. Et va falloir vraiment accélérer là. Et la fin de ces procédés, c'est tout simplement que ces sous-produits urbains, ils ont permis la croissance. Ils ont permis d'industrialiser la papeterie, ils ont permis le succès du maraîchage périurbain, mais un jour, ils en sont devenus le facteur limitant. Et à partir du moment où ils en ont été le facteur limitant, on a cherché des alternatives qui ont permis de se passer de ces sous-produits et finalement qui ont conduit à ce qu'on appelle la linéarisation du métabolisme urbain. Donc, on est passé des sous-produits, donc de ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets, comme facteurs rendant la croissance possible,
aux déchets, freinant la croissance. Donc ça suggère quand même que l'économie circulaire, si on essaye de la prendre sérieusement, devrait passer aussi par la décroissance et la sobriété. Maintenant, je vais juste dire quelques mots sur la question de la fabrique urbaine. Donc c'est le point que je voulais aborder ensuite. Ici, j'ai utilisé un travail qui a été publié, je crois que en 2020, donc assez récent, de chercheurs qui ont essayé de peser ce que c'était que les artefacts humains. Et donc, ils ont comparé les matières plastiques aux animaux en termes de masse. Bon, on peut discuter de la pertinence de ça ou pas. Et on voit qu'il y a 2 fois plus de plastique à la surface du globe qu'il n'y a d'animaux. Et puis, ils ont aussi quantifié les matières contenues dans les bâtiments et les infrastructures, dont ils montrent que finalement, ils représentent une masse qui est aujourd'hui supérieure à la biomasse végétale. Donc ça, c'est un indicateur, bien sûr, de l'anthropisation du monde, mais c'est aussi un indicateur du rôle que joue l'urbanisme et l'aménagement dans cette anthropisation du monde. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on peut voir quand même que, je fais comme les étudiants, quand on leur dit de se dépêcher, je parle de plus en plus vite. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut parler, il faut dire moins de mots en fait. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut observer, c'est que cette consommation liée à l'urbanisation, elle est très liée à des questions spatiales. Et donc, ce qui est représenté ici, c'est tiré de la thèse de Vincent Augizeau. Et donc, il a quantifié le stock de matériaux de construction en Île-de-France en fonction des départements. Donc, ce sont des tonnes par habitant. Et vous voyez que les chiffres sont relativement différents, avec la Seine-et-Marne qui représente un stock extrêmement important, encore une fois, par habitant. Et si vous regardez ce qui fait ce stock, vous voyez qu'en bleu, ce sont les bâtiments. La variation n'est pas très grande. Et les 2 autres couleurs renvoient aux infrastructures de transport et aux infrastructures d'énergie et d'eau, et c'est là que sont les variations. Et en gros, on pouvait le soupçonner, mais une chose est de le soupçonner, une autre chose est de le démontrer, de le quantifier. On voit que la forme étalée est énormément consommatrice de matériaux, donc gaspiller l'espace, gaspiller les sols, dont on a vu tout à l'heure que c'est une ressource renouvelable, c'est aussi gaspiller des matériaux, et au premier chef, au sein des infrastructures. Il y a une autre chose qui me paraît importante à mettre en débat quand on s'intéresse à la fabrique urbaine, c'est la question des déchets du bâtiment et des travaux publics. Donc ça, c'est un sujet qui a été pendant longtemps complètement ignoré, puisque les premiers schémas départementaux des déchets datent des années 2000. Alors bon, pour ceux qui sont jeunes parmi vous, vous pouvez dire, oh, mais ça fait 25 ans. Mais enfin, si on compare ça à la longue durée de la production de déchets, c'est très peu de choses. Et ce que j'ai représenté ici, à gauche, c'est la nomenclature réglementaire des déchets du BTP, dans laquelle on voit que les terres excavées représentent la moitié de cette production. Et sur la droite, la méthode de comptabilité qui est utilisée dans les travaux sur le métabolisme, qui met les terres excavées à part. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Tout simplement parce que pour les métabolistes, si je puis dire, l'excavation, c'est une forme c'est considéré comme un déplacement de terre, mais pas comme une utilisation des terres, et donc pas comme une chose qui produit des déchets. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, l'excavation, 5 minutes restantes. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, le fait qu'on mette dans le même paquet les terres excavées et les autres déchets du BTP conduit à surestimer les taux de recyclage, puisque l'essentiel du recyclage, c'est celui des terres excavées qui ne sont pas recyclées, puisqu'elles n'ont pas cyclé, vu qu'elles n'ont jamais été utilisées, elles ont juste été sorties de la terre, et que là, il y a vraiment un sujet de débat qui me paraît important. Et donc, ici, j'emprunte à la thèse de Nello Magalhães, qui a été publiée alors, sous un autre titre, mais c'est un ouvrage que je vous encourage à lire, il est formidable, qui a travaillé sur l'histoire environnementale des infrastructures. Et ce qu'il montre, indépendamment il a quantifié les volumes excavés depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est que, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, pour les grands projets d'infrastructure, on assiste à l'abandon du
du principe de l'équilibre des blés-remblais. Donc ça, c'est un truc dans tous les manuels de travaux publics du 19e siècle, c'est la doxa, quoi. Il faut équilibrer les déblais-remblais à l'échelle d'un projet, et avec les plus grandes facilités faites pour le déplacement des déblais, eh bien, cette question de l'équilibre devient beaucoup moins importante, en tout cas pour les gros chantiers d'infrastructure, et fait naître cette catégorie de la terre excavée qui n'est pas remise en question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas dire il ne faut pas faire le Grand Paris Express en souterrain parce que ça provoque trop d'excavation. Ça paraîtrait complètement iconoclaste de prononcer une phrase comme celle-ci. Mais on pourrait se poser la question de la pertinence des excavations et de politiques qui viseraient à limiter ces excavations compte tenu de leurs impacts écologiques. Donc, juste quelques mots sur la ville en fonctionnement pour les quelques minutes qui me restent. Alors, ce que l'on observe dans le domaine des déchets en particulier, c'est qu'il y a en fait, d'une façon générale, un primat de l'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe une hiérarchie des déchets qui a été établie à l'échelle européenne depuis 2008, qui met la valorisation énergétique quasiment tout en bas de l'échelle. Mais quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, de nombreuses collectivités vont donner la priorité à l'énergie, et ça, Étienne Dufour l'a montré dans sa thèse, ça date tout simplement des chocs pétroliers. En fait, les chocs pétroliers sont intervenus à un moment où le compostage était en plein développement, en plein redéveloppement, et ont complètement mis un coup d'arrêt à ces politiques de compostage, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on a dit il faut produire de l'énergie, c'est beaucoup plus important que le compost, vu qu'on a des engrais industriels à foison et que c'est pas grave si ça détruit tout sur son passage. Et donc, ce primat de l'énergie, il fait que certaines questions sont complètement invisibilisées, en particulier la question des matières organiques et des nutriments. Donc, il en a été question tout à l'heure dans un autre cadre, mais finalement, ce qui semble... J'y suis. Je vais y arriver. Ou pas, mais si, je vous promets. Ce qui semble, en fait, une chose qui fait complètement défaut à l'heure actuelle, c'est ce qu'on pourrait appeler des politiques biogéochimiques. Alors, ça peut paraître un peu vaseux, ce truc. Qu'est-ce que ce serait une politique biogéochimique ? C'est une politique qui prendrait la question des matières organiques et des nutriments, déjà, au sérieux, et qui la prendrait au sérieux et de façon systémique en traitant simultanément les questions urbaines et les questions agricoles, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Il existe une directive nitrate de 1991 qui concerne l'agriculture, une directive eaux résiduaires urbaines de 1991 qui concerne les villes, et ces deux directives ne sont absolument pas coordonnées. Et donc là, à l'échelle des politiques publiques, mais aussi des projets, il y a un enjeu tout à fait considérable. Vous voyez ici, ça s'est tiré de la thèse de Thomas Stark, qui montre qu'aujourd'hui, on recycle à peine 10% de l'azote dans l'agriculture, de l'azote urbain, alors qu'on était à 45% il y a 120 ans. Voilà, donc ça représente des enjeux qui paraissent très importants. Mais comme j'ai épuisé mon temps, je m'arrête. Je vous montre juste l'aéroport de Roissy dans le cadre d'un scénario qu'on a élaboré avec des étudiants et le programme Pirensen. Donc c'est un scénario sobre dans lequel on démantèle l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui devient une mine urbaine de matières premières secondaires pour faire des trucs un peu plus utiles. Et donc voilà. Voilà. On a le temps de prendre 2 ou 3 questions dans le public. Oui. Bonjour, Alice Saran, bureau d'études Indigo. J'ai eu la chance de travailler sur le métabolisme qui a été fait sur le Grand Paris, puis je travaille actuellement sur un autre métabolisme. Ma question, c'est pourquoi aujourd'hui vous pensez que les collectivités, la puissance publique ne se saisit pas encore assez de l'outil dans sa planification et dans sa programmation de manière générale. Alors, en fait, la personne qui doit répondre à cette question, c'est lui. C'est Martial Vialex. Allez, Martial. Il ne veut pas répondre.
En fait, il y a plusieurs raisons à ça. Il faut quand même. La question de la matérialité urbaine, elle est sous-investiguée d'une manière générale. La question du lien intrinsèque qui existe entre l'amont du métabolisme et l'aval du métabolisme, elle est très peu abordée. La preuve sur ces questions de politique biogéochimique. Et puis, il y a un problème de fond. Alors, il y a bien sûr des problèmes de structuration, de cloisonnement, de siloisation, tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi un problème de fond qui est que dès qu'on réfléchit au métabolisme, on est obligé de mettre en avant le principe de sobriété, voire de décroissance, si on veut pousser le bouchon encore plus loin. Et ça, c'est parfaitement incompatible avec la transition écologique pour la croissance verte. Et donc, il y a un caractère orthogonal entre les résultats que donnent les travaux sur le métabolisme, qui montrent au passage qu'il n'y existe aucune transition aujourd'hui, en tout cas aucune transition vers un métabolisme moins dommageable à la planète et à nous-mêmes. Et donc, il y a une orthogonalité entre un ensemble de politiques qui s'inscrivent dans le cadre de la modernisation écologique, et puis ce que des résultats quantitatifs peuvent donner. Et puis il y a certainement plein d'autres choses, mais comme Martial ne veut pas parler... Ouais, bonjour Madame Barle, Marc Dufaux, DRIAT, ministère de l'écologie. Vous avez évoqué le primat de l'énergie. J'ai cru comprendre que c'était plutôt un constat du passé, et je m'interroge si c'est toujours un constat du présent, et je parle dans la décision publique au niveau des collectivités, votre regard, y compris de ce que vous connaissez des services de l'État ou de la région, par exemple l'Île-de-France. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à faire des corrélations, si c'est possible, entre l'économie circulaire qu'on voit ici avec un tropisme très matériau, physique, presque indépendamment des autres flux, donc ça fait du bien d'entendre effectivement qu'il y a des flux d'énergie, l'eau, etc., les effluents. Mais est-ce que donc le deuxième point, c'est est-ce que vous intégrez dans vos travaux de recherche d'autres flux avec des nouveaux qui s'inscrivent dans de nouveaux vocables? Je parle d'atténuation du changement du climat. Donc les flux de production, les flux de CO2, plus amplement les flux de gaz à effet de serre. Est-ce que vous considérez cette dimension-là désormais dans vos travaux? Et est-ce que demain, vous allez tenter de faire des corrélations, pourquoi pas quanti, entre des réemplois et des gains d'émissions de CO2? Alors, pour répondre à cette deuxième question, quand on quantifie le métabolisme urbain, ça c'est le résultat de 2015 pour l'Île-de-France, on quantifie les émissions de CO2. Dans ce qui est la grosse flèche verte à droite. Donc ce qui est à droite, c'est tout ce qui sort. Ce qui est vert, c'est ce qu'on appelle les rejets vers la nature. Et dans les rejets vers la nature, il y a 67% d'émissions atmosphériques. Donc ça, c'est la manifestation de ce qu'on appelle la linéarisation du métabolisme urbain, qui est essentiellement faite d'émissions atmosphériques et là-dedans essentiellement de CO2. Ce qui aussi questionne sur cette idée selon laquelle en recyclant on arrêtera d'extraire des ressources neuves, vu que la consommation se traduit essentiellement par des productions atmosphériques. Donc ça fait partie de l'équation. Quant au primat de l'énergie, non, je pense que c'est encore très présent. On l'observe notamment dans le débat compostage-méthanisation. Souvent, la prime... c'est où ? Pas de lunettes, gros problème. Oui, la prime est donnée à la méthanisation, qui pourtant produit une quantité d'énergie très faible par rapport au gisement énorme de nutriments et de matières organiques qui est contenu dans les biodéchets. Et ce qu'on voit aussi, ça c'est Camille Ménil qui l'a montré dans sa thèse, c'est que les acteurs, par exemple de l'assainissement en Île-de-France, veulent devenir des acteurs de la transition énergétique et placent de plus en la méthanisation dans leur mission, presque autant que le traitement des eaux. Bon, je force un peu le trait, je pousse le bouchon, tout ce que vous voulez. Et donc là, il y a un peu une distorsion de la mission de l'opérateur d'assainissement, puisque déjà, il faudrait changer de méthode d'assainissement, mais en tout cas, il va choisir des process pour leur valeur énergétique plus que pour leur valeur matérielle. Un autre exemple, alors là, qui est plutôt
issus du monde agricole, c'est qu'on voit beaucoup se développer les cultures intermédiaires à vocation énergétique, et finalement, avec une agriculture qui se transforme en productrice d'énergie, donc pareil, qui veut, bon, pour des raisons X, Y et Z, avec des questions qui se posent sur la capacité à produire de l'alimentation, d'autant plus qu'on peut s'interroger sur la validité de la méthanisation en grand, telle qu'elle peut être développée dans des exploitations industrielles. Et dernière chose que je voulais dire, que j'ai pas pu dire, donc j'en profite, c'est que ce qu'on observe, par exemple, avec la méthanisation, c'est finalement que l'on va ajouter une boucle qu'on va juger vertueuse. Méthaniser, c'est bien, voilà, sur un système qui repose sur un métabolisme intense et linéaire et qui est complètement contraire à toute transition socio-écologique viable. Et donc la question serait plutôt de transformer le métabolisme dans son ensemble plutôt que d'ajouter ces petites boucles, ce qu'on fait généralement, qui dépendent du métabolisme linéaire, mais qui du coup le pérennisent et rendent impossible de le transformer, enfin contribuent à rendre impossible de le transformer. C'est bon.